Bon, donc on commence ce dernier gros point de la soirée. Donc on a prévu de finir vers minuit, on mangera après minuit. Non, je rigole. Oui, donc pour introduire un petit peu l'intervention de Wojciech, ce qu'on avait initialement prévu, c'était de refaire, entre guillemets, enfin de réaborder les questions sous l'angle de la gratuité, autour un petit peu de notre utopie politique et sociale qu'on essaye de partager, de réfléchir, de faire avancer. Nous, sur l'agglomération grenobloise, l'hiver dernier, on avait fait venir Paul Ariès. On lui avait demandé de faire une conférence autour de cette thématique-là. Je crois qu'on l'avait filmé et que sur le site, je ne sais pas si on peut encore la visionner, mais c'est le cas. Donc vous pouvez aller sur le site du collectif de l'agglomération grenobloise, parce que la conférence avait été vraiment remarquable. Et c'est vrai qu'on avait envie de revenir collectivement avec vous tous sur cet angle-là. Alors quand on a eu le contact avec Wojciech, on avait évidemment souhaité lui demander d'introduire un petit peu cette thématique-là. Alors bon, ce qu'il m'a dit, c'est que évidemment, c'était pas forcément l'angle principal de son travail de recherche. Et du coup, peut-être dans la continuité de ce qu'on a débattu tout à l'heure, on voulait déjà lui demander de nous parler de son travail de chercheur, puisqu'il a engagé une recherche à travers des expériences internationales, dont Aubagne et d'autres dont il parlera. Qu'il puisse un peu nous expliquer sa démarche. J'avais envie de lui demander aussi sa motivation en tant que chercheur, pourquoi il a envie de travailler sur cette thématique-là. Peut-être aussi de compléter sur des expériences qu'il a pu côtoyer en Europe et ailleurs. Bon, même si peut-être il n'a pas complètement terminé son travail de recherche, mais bon, on peut quand même penser qu'il a déjà un certain nombre d'informations. Donc ça peut être intéressant que tu nous en parles aussi un petit peu. Et puis directement te poser quand même la question sur en quoi la gratuité est un enjeu qui pour toi en tant que chercheur mérite de travailler sur cette thématique-là. Voilà, peut-être on peut l'aborder sous cet angle-là. Et puis après, dans un deuxième temps, avec tout le monde, on l'a un tout petit peu introduit tout à l'heure sur pourquoi, et puis pour chacun d'entre vous, pourquoi la gratuité, ou en quoi la gratuité est une revendication politique qui nous motive, et pour quel type de société. Voilà, je crois que c'était un peu ce qu'on avait envie de creuser. C'est vrai que nos détracteurs nous disent souvent qu'on est des utopistes, et on est nombreux à dire en réponse, ben oui, on le revendique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on revendique? Voilà. Waouh. Ok. Tu veux chanter le micro? Bon, ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour m'avoir donné cet espace. En fait, je suis venu plutôt pour observer. Et après, ils m'ont dit, bon, tu vas avoir 60 minutes pour parler de la philosophie de la gratuité, qui n'est pas du tout le sujet de ma recherche. Donc je me suis dit, bon... mais quand même, je me présente, je m'appelle Wojciech Keblowski, je suis polonais. Donc, premièrement, je suis désolé pour toutes les fautes de français que je veux faire. Vous pouvez les noter, vous pouvez rire, pas de souci. Je suis habitué. Je travaille en Belgique, donc j'ai un petit accent belge. Je travaille à l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, et à Vrije Universiteit de Bruxelles, qui se traduit exactement comme l'Université libre de Bruxelles, mais c'est pas la même université parce que c'est en Belgique. Donc on a deux universités qui ont le même nom, qui sont à 50 mètres, mais c'est pas la même institution. Bienvenue en Belgique. Voilà, pour expliquer un peu qui je suis. Et je suis plutôt géographe que philosophe, ou sociologue, ou anthropologue, ou je suis même pas un spécialiste des transports, il faut le dire aussi. Je suis un géographe urbain. Donc ce qui m'intéresse dans ces cas de politique, c'est sa perspective ou sa dimension spatiale et sociale.
Je suis géographe critique, donc pour moi, la question d'inégalité sociale, voilà, la relation entre l'espace et la société, c'est la fondation de ce que je fais depuis quand j'ai commencé à travailler à l'université. Donc peut-être pour aborder la question de pourquoi en tant que géographe urbain, j'ai commencé à étudier cette politique-là. C'est un peu loin de ce que je faisais avant. Il faut peut-être parler de la situation existante dans la géographie du transport. Parce qu'il existe ce domaine depuis assez longtemps. On peut dire que la géographie du transport c'est bien établi dans les années 60 avec l'époque moderniste. Depuis là, le paradigme de transport, de la connaissance du transport, la production des connaissances du transport n'a pas vraiment changé. Donc la principale définition des problèmes dans le transport aujourd'hui, qu'on demande les géographes de transport, les ingénieurs, les gens qui planifient les routes, le transport en commun, c'est qu'il y a trop d'embouteillages, trop de congestion. Donc c'est ça le problème principal. Donc la solution, c'est de mieux gérer le réseau, de répondre à cette gestion en, vous avez deviné, ajoutant les pistes, ajoutant les routes, ajoutant de nouvelles lignes métro, ajoutant de la capacité. Ça veut aussi dire que dans cette vision-là, le transport est considéré comme une discipline principalement rationnelle, gérée par et pour les experts. Donc c'est une discipline qui se base sur les modèles, qui utilise beaucoup d'algorithmes, qui sont incompréhensibles pour les gens qui n'ont pas fait des études d'ingénierie des transports ou mathématiques, comme moi par exemple. Je ne suis pas du tout expert dans ce domaine-là. Bien sûr, on peut se demander pourquoi c'est conçu comme ça, aussi pour ne pas élargir le débat. Donc le transport, de mon point de vue, c'est une dernière thématique urbaine qui n'est pas participatif. Donc c'est très difficile d'avoir un débat participatif sur la gestion de flux, parce qu'une fois qu'on montre les algorithmes à un groupe de citoyens, la moitié de la salle s'endort, et la seconde sort, parce que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Aussi dans cette vision-là, le transport est considéré comme le moteur de la croissance économique. La croissance qui n'est pas du tout contestée ou débattée. Donc, le lien entre le développement des infrastructures de transport et la croissance économique n'est pas vraiment contesté. Et pourtant, jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve que l'investissement dans le transport se traduit directement en croissance économique. Il y a une relation, on le sait bien, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche. On sait que sans transport, il n'y a pas de croissance économique, mais c'est pas si facile que ça. Et bien sûr, voilà, dans cette perspective-là, comme c'est le moteur de croissance économique, le transport est souvent considéré comme le moteur d'attractivité urbaine, compétitivité interterritoriale. Donc voilà, comme ça, à niveau municipal ou régional, souvent les décideurs décident de mettre en place des infrastructures comme des aéroports, des autoroutes, des pôles d'échange, des gares, etc. Toute une typologie que vous connaissez, j'imagine très bien. La France, c'est l'exemple phare de plusieurs projets comme ça, le tram urbain, pour ne pas être pire que nos voisins, ou bien pour être mieux qu'eux. Donc voilà, il y a toute une typologie de solutions. Mais principalement, pour mieux gérer les flux, il faut investir dans l'infrastructure des automobiles. Donc il faut quand même, oui, on va ajouter des trams, on va faire des jolies choses, mais la voiture reste. Il faut que les autoroutes, par exemple, continuent à exister. Ça inclut aussi les autoroutes urbaines. Et aussi dans cette perspective-là, voilà, c'est en lien avec cette perspective principalement économique, il y a toute une volonté peut-être, mais aussi consensus autour de mécanismes fiscaux comme le partenariat public-privé, donc l'inclusion des acteurs privés dans la gestion ou construction de biens publics. Donc voilà. Donc ça c'est la perspective que je trouve assez dominante aujourd'hui. Donc quand on regarde les boîtes privées ou de bureaux d'études, elles sont remplies par des gens qui ont été éduqués dans cette philosophie-là. Donc voilà, c'est ce qu'ils savent faire. Donc c'est pour ça c'est reproduit depuis, comme j'avais dit,
plus ou moins des années 60. Et cette perspective, moi j'appelle orthodoxe, on dirait. Ça c'est l'orthodoxie du transport aujourd'hui. C'est la manière de faire, c'est le savoir-faire principal. Principalement dans le monde anglo-saxon, mais en France aussi, si je ne me trompe pas. Mais peut-être vous pouvez me corriger, parce que le contexte français, je ne connais pas très bien. La deuxième perspective, moi je l'appelle durable. Et le problème principal, c'est qu'il y a trop de voitures. Donc, pas trop de gestion, congestion, mais trop de voitures. Donc, il y a trop de voitures. Le problème, c'est l'automobile. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, mais si on limite le problème à l'automobile, immédiatement, on entend beaucoup de différents acteurs, aussi la politique, les académiques, mais aussi principalement les mouvements urbains, le vert. Si j'ai bien compris, non, c'est pas très populaire dans cette salle-là aujourd'hui. Le vert français, mais le vert belge, je ne pense pas qu'il y a une grande différence. Donc, c'est un discours qui essaie de condamner la voiture, en disant que la présence des voitures contribue à une diminution de la qualité premièrement, la desserte de transport commun, de l'environnement urbain, la qualité de vie, la qualité d'espace urbain, il y a toute une série de mots-clés qui sont usés et qui ne sont pas très déconstruits. On ne sait pas trop ce que ça veut dire la qualité urbaine ou la qualité de vie. Donc, le transport, dans cette perspective-là, est un élément clé, ou un des éléments dans la vision d'une ville durable, attractive, vivable, vibrante. Il y a toute une série de participatifs, de bonne santé. Donc il y a toute une série de mots qui font rêver. Qui ne veut pas vivre dans une ville participative ou bonne ou belle. Mais oui, mais belle, mais dans quel sens et pour qui et pour qui pas? À quel coût? C'est qui paye? Est-ce que c'est pour tout le monde, premièrement, ou est-ce que c'est pour quelques classes sociales ou une classe sociale? Donc là, dans cette perspective-là, il y a une grande variété de solutions technologiques ou behaviorales aussi. Les écolos sont, à Bruxelles par exemple, les écolos sont pour la grande construction du métro, qui est le projet le plus cher de transport en commun depuis les années 60, qui est exactement le même projet qui a été proposé dans les années 60. En fait, c'est le même plan de développement du métro qui a été proposé dans les années 60 par les ingénieurs, mais ça n'a pas eu c'était pas beaucoup pris par les politiques, donc maintenant il y a un contexte favorable, et les Verts sont pour la construction d'une grande infrastructure de transport. Bien sûr, ça veut dire qu'on dépense des moyens qui vont disparaître des autres domaines, vélo, piéton, tram en surface, etc. Donc il y a toute une variété de grands projets urbains, infrastructurels, des petits projets doux comme mobility coaching, donc voilà, des projets pédagogiques pour expliquer aux gens comment se déplacer mieux, d'expliquer de bonnes et mauvaises pratiques du point de vue de santé, sociétale, etc. Jusqu'aux de périphéries, de téléphériques urbains, de drones urbains, etc. Donc toute une série de solutions technologiques aux problèmes qui sont pour moi fondamentalement sociaux. D'où vient la troisième école qui est très divisée, qui est beaucoup plus faible que les deux premières, qui n'est pas très présente dans les mondes politiques, dans cette salle peut-être, mais si un jour on a au pouvoir, on va le changer, j'espère, mais pour l'instant, on est plutôt dominé que dominant. Et pour cette école, le problème principal, c'est qu'il y a trop d'inégalités concernant le transport. Pas trop de congestion, pas trop de flux, pas trop de voitures. Bien sûr, la voiture n'est pas... on n'adore pas la voiture, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que le transport, la norme sociale qui est transport aujourd'hui, il faut se déplacer pour accéder à son boulot, à l'école de ses enfants, à son logement, aux lieux de loisirs, etc. Tout ça, de cette norme-là, vient des inégalités énormes. Sur le dessus, de niveau, socialement bien sûr, parce qu'il y a des classes sociales qui ont moins de moyens, qui ont moins de ressources, qui ont souvent 2-3 boulots. Donc ça bien sûr, ça veut dire que
que la mobilité est un peu difficile, que souvent on ne peut pas compter sur le transport en commun parce qu'on a un boulot qui est en périphérie, on habite en centre-ville. Le transport en commun entre l'agglomération et le centre-ville n'est pas toujours le même qu'entre un quartier bobo et l'autre quartier bobo. Donc voilà, ça devient compliqué. Et voilà, niveau spatial, j'ai déjà un peu expliqué. Donc bien sûr, ça dépend où on vit dans la ville. Si on veut profiter de tous ces modes doux, socialement responsables, bien, voilà, comme vélo ou piéton, enfin, la marche, etc. C'est pas si on habite dans un banlieue marseillais, si vous voulez vous rendre au travail à pied, peut-être c'est possible, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut vraiment avoir une voiture et c'est pas votre faute. C'est juste le fait que voilà, votre boulot est loin de votre habitat. Dans cette perspective, le transport est considéré comme un moyen, comme un bien commun plutôt comme un produit, bien sûr. Et aussi, il faut le dire, peut-être c'est évident pour tout le monde, mais je pense que les deux premières perspectives ne parlent pas des transports comme une question politique. C'est plutôt, donc la perspective orthodoxe, c'est la question très technique qu'on peut gérer en utilisant des algorithmes, des modèles. Peu importe que ces modèles, le résultat n'est jamais comparable avec la réalité, donc c'est toujours très très fautif, et tous les ingénieurs le savent, mais le modèle le modèle dépend des données qu'on met dedans. Je ne sais pas comment ça se passe à Grenoble, mais je ne connais aucune ville dans laquelle la qualité de données est impeccable, donc les données sont toujours pas complètes. Donc voilà, ces modèles ne montrent pas vraiment la réalité, donc pas de vraies solutions. Et la seconde perspective, la perspective durable, a une certaine tendance à envisager principalement des solutions behaviorales. Donc il faut changer les comportements des gens plutôt que changer la politique. Donc il faut convaincre les gens de se déplacer mieux, dans une manière socialement responsable. Donc ça introduit toute une géographie morale des usages bons et pas bons. Si tu utilises le vélo, c'est bien. Si tu prends la bagnole, non, t'es vraiment méchant. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut aborder cette question-là. Les solutions, et voilà, il y a toute une série de solutions. Il y a des idées comme voilà, les péages urbains, une réduction du parc automobile, des espaces pour garer la voiture, développement de trams, développement de transports en commun en général. Mais je pense que voilà, on arrive à la réponse à la question pourquoi les transports en commun comme sujet de ma recherche. Je pense que la gratuité de transports en commun, c'est une solution que, à première vue, peut apparaître comme une réponse assez directe au problème de l'inégalité. S'il y a une inégalité sociale et spatiale, pourquoi pas rendre le transport public public? Pourquoi pas le faire commun, dans le vrai sens du mot. Mais bon, c'est facile de le dire. Je pense que, comme toujours, il faut analyser le contexte local pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette étiquette de la gratuité de transport commun. Et c'est ça le but principal de ma recherche. Et déjà, ayant vu que deux exemples en détail, deux exemples de cas, Aubagne, où je passais un mois, et Tallinn, où je viens de passer 2 semaines, et aussi, je connais quelques cas polonais, principalement de médias, de mes connaissances dans le monde associatif. Je peux vous dire que ces trois exemples, Aubagne, Tallinn et Pologne en général, ça montre que cette politique peut avoir des visages très très différents. Donc les motivations peuvent être très très différentes, les réalisations peuvent être très très différentes, et l'impact et le futur aussi est très très varié. Mais le nom reste le même, bien sûr. Donc c'est toujours la politique de gratuité de transport en commun. Et c'est pas juste la question qu'a abordé Alan avant, du fait que c'est soit pour tout le monde, ou que pour les résidents, ou que dans un certain quartier, ou bien pendant certaines heures du jour. Je pense que la différence est beaucoup plus grande que ça. Donc voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'un côté le contexte local, comprendre pourquoi cette politique a été mise en place, comment, pour qui, par qui, etc. Avec quel résultat, pour quel but. Et de l'autre côté, le réseau que je peux observer ici. Donc le réseau national, comme le vôtre,
mais aussi les réseaux internationaux. Donc les échanges entre des différentes institutions et les acteurs. Parce que je vais aborder ça un peu après, il me semble que le message qui est passé dans le monde interne, je veux dire, dans le local, pour se défendre vis-à-vis des opposants politiques par exemple, est assez différent par rapport à celui qui est passé aux conférences comme celle-là, à l'étranger par exemple. Je pense que ça veut dire aussi quelque chose. Je vais revenir un peu après. Donc d'abord, je vais parler de deux choses peut-être. Ayant introduit ça, tu m'aides parce que sinon ça va pas marcher. Merci. Donc premièrement, j'aimerais bien vous présenter un peu, préciser peut-être la question qui figure dans le sujet de cette partie du programme. Donc, est-ce que c'est une utopie concrète, la gratuité de transport commun? J'aimerais bien partager avec vous toute une série de questions que moi je me pose en analysant cette politique-là pour concrètement savoir si c'est une utopie concrète. Donc, peut-être ça pourrait développer en certaines listes de critères qu'on veut évaluer, qu'on veut détecter ou pas, dans chaque cas de la gratuité de transport en commun. Ce sont des questions ouvertes. Dans certains contextes, elles sont un peu bêtes. Certaines questions, vous connaissez très très bien. D'ailleurs, il faut peut-être remarquer aussi, comme l'a fait Alan, que la qualité, le niveau de ce débat aujourd'hui est étonnant. Je me souviens d'une conférence un tout petit peu pareille en Pologne entre les militants, et c'était vraiment des questions de base qui se posaient. Vous êtes vraiment... je pense que vous savez plus sur ce sujet que moi, honnêtement. Non, mais moi je m'en occupe depuis quelques mois, donc je ne vais pas les cacher, je ne suis pas un expert qui a analysé ça pendant des années. Je suis un simple chercheur qui pose des questions. Donc pour les résultats, voilà, ça il faut aussi dire. Je pose des questions parce que pour l'instant ma recherche est en cours. Donc je n'ai pas de réponse sur toutes les questions, absolument pas. Je peux juste signaler quelques trucs sur Tali parce que je viens de là-bas. 2 semaines là-bas, c'était assez intéressant. Donc peut-être aussi pour équilibrer ce que Alan disait avant. Donc les questions que je pose, on peut le classifier dans quatre thèmes. Participation, pouvoir, mobilité et finalement utopie. Le cake à la fin. Donc participation, c'est assez simple. Qui a conçu cette politique? Comment? Pourquoi? Par qui? Pour qui? Etc. Quelles associations étaient présentes dans ce projet? Je pense que c'est intéressant de voir que dans certaines villes, le monde associatif soit n'existe pas, soit on prétend qu'il n'existe pas. Et dans quel rôle les associations sont incluses, avec quelles compétences, à quelle étape? Donc est-ce que on les invite à table une fois que la décision de mettre la gratuité en place est déjà prise, ou bien il y a un débat avant en analysant de différents dispositifs, parce que il faut savoir que, comme j'ai déjà dit déjà, c'est pas la seule solution dans la mobilité. On peut envisager des autres peut-être. Peut-être on sait déjà que la gratuité de transport c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre ville, mais peut-être on veut d'abord en parler avec des associations, mais aussi je pense que c'est pertinent, c'est peut-être intéressant de poser la question, pourquoi pas inclure les citoyens qui sont non élus, non experts, les gens de la rue, c'est horrible comme expression, mais c'est un peu comme ça, et les inclure dans la décision, préparation, réalisation, évaluation, donc toutes les étapes. Pourquoi pas? Peut-être c'est pas possible. Si c'est pas possible, pourquoi pas? Est-ce que la participation sert pour informer le grand public ou plutôt et légitimiser les projets? Donc on inclut les gens pour le tenir au courant et après prendre des images de réunions, etc. Ou c'est vraiment pour décider ensemble? Quels groupes sociaux sont représentés ou pas? Est-ce que le processus est inclusif? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés expressément? Donc est-ce qu'il y a une vraie délibération? Est-ce qu'on se permet d'avoir de vrais conflits, de tensions? Parce que j'imagine que on peut imaginer que dans une ville où il y a cette idée à la table, il y a quand même des gens qui sont contre. Donc est-ce qu'on leur permet de s'exprimer aussi? Et ça veut dire, ça nous amène au deuxième thème. Est-ce qu'il y a un vrai changement de pouvoir? Tout
simplement, qui décidait avant la mise en place de la gratuité des transports en commun, sur le transport en commun, c'était quoi le décideur et qui décide maintenant? Est-ce que c'est le passager, le chauffeur, les contrôleurs ou les associations aussi qui ont pris plus de pouvoir sur la politique de mobilité? Ou bien est-ce que c'est les mêmes décideurs qui ont pris la bonne décision, entre guillemets, en installant cette politique-là? Et pour le travailleur, bien sûr, la question de conditions de travail. Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Et si oui, donc dans quel sens? La question de mobilité, ça c'est clair. Ce sont des questions classiques qu'on pose chaque fois qu'on parle de la mobilité. Donc le modèle de financement, répartition modale. Donc, ok, on comprend qu'il y a plus de passagers dans le bus. Enfin, s'il n'y a pas plus de passagers dans le bus, ça veut dire que c'est assez bizarre. C'est gratuit, mais il y a moins du monde. Ça, j'imagine pas. Mais d'où viennent ces gens? Est-ce que ce sont les piétons, ou est-ce que ce sont des chauffeurs de voitures privées, ou bien des anciens cyclistes, ou bien est-ce que ce sont les gens qui ne bougeaient pas? Je pense que dans chaque cas, la réponse est assez intéressante. Et bien sûr, la question sur le profil social des usagers de ces transports en commun. Donc, est-ce que ce profil a changé ou pas? D'où vient la question, est-ce que la distinction entre les différentes classes sociales diminue ou pas? Donc, est-ce que la différence entre les riches et les pauvres, pour dire ça en noir et blanc, en train de disparaître ou pas? Est-ce que c'est un autre service pour les pauvres, ou bien on essaye aussi de convaincre les gens qui sont un peu plus aisés? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas si c'est la stratégie. Il faut vraiment se focaliser sur le chauffeur, sur les gens qui ont leur propre voiture, ou bien si tout simplement ce n'est pas un service social aux gens qui ne sont pas du tout aisés, qui n'ont pas de voiture. Donc, quatrième thème, l'utopie. Je pense que le transport en commun gratuit, c'est beaucoup plus qu'un projet de transport. C'est clair. C'est un projet de mobilité qui souvent n'a pas beaucoup de lien avec la mobilité elle-même. Donc, on peut se demander si c'est pas tout simplement un autre projet social qui utilise mobilité comme un instrument, tout simplement. C'est pas un projet qui commence par des problèmes de transport, mais des problèmes sociétals. Donc il faut évidemment poser la question pour qui ces projets est mené. On dit pour tout le monde, mais c'est clair que je ne veux pas dire qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Je pense que ça c'est un argument que je déteste. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui paye pour la santé, pour le corps ou les écoles, etc. Mais je ne pense pas qu'on ne peut pas identifier un seul groupe qui perd dans cette situation. Je pense que quand même, si on demande les gens qui ont 3 bagnoles, eux, ils auraient préféré qu'on construise 10 autoroutes urbaines, plutôt qu'on investisse dans le transport public gratuit. Donc, on peut quand même identifier des groupes qui sont perdantes, ou au moins pas gagnantes dans cette situation. Il y a des gens qui ne vont jamais utiliser le transport en commun, ou bien pas bientôt. Donc pour eux, c'est pas vraiment quelque chose qui est pour eux. Peut-être c'est bien, peut-être pas. Donc, est-ce que c'est un service pour équilibrer cette inégalité entre les classes sociales différentes ou pas? Et au niveau spatial, on a entendu beaucoup des exemples principalement de Bagne, l'histoire d'avoir rendu le bus public, donc d'avoir converti, on dirait, le bus en vrai espace public, en lieu d'échange. Est-ce que ça pourrait être le but de cette politique-là ou pas? Est-ce que la gratuité de transport en commun permet à augmenter l'accessibilité de l'espace, du territoire? Quelle est sa relation avec les communautés et les municipalités qui entourent le territoire où on a rendu le transport en public gratuit? Parce que bien sûr, on parle d'Aubagne, on parle de Tallinn, mais il y a des territoires qui entourent ces agglomérations ou communautés. Et quel est leur rapport, leur réaction? Est-ce qu'ils sont en train de gagner ou perdre dans cette situation? Donc voilà, comment on peut voir le contexte un peu plus large, stratégique et systémique? On a déjà parlé beaucoup, vous avez déjà beaucoup parlé de la relation entre la gratuité d'un transport en commun et la gratuité des autres services, donc le logement, l'eau, l'électricité, la culture, l'éducation, etc.
Mais quelle est la relation entre cette politique-là et la planification urbaine, entre ça et la question du logement, de l'environnement? Je pense que cette politique-là, elle devrait exister dans une stratégie beaucoup plus large, venant plutôt à la fin qu'au début d'une réflexion urbaine. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement de donner un droit à la mobilité à tout le monde? Est-ce qu'on veut vraiment donner un droit à la mobilité à tout le monde? Est-ce qu'on veut vraiment donner une certaine liberté à se déplacer? Quelqu'un a abordé ça, je trouvais ça assez intéressant de poser une question, est-ce qu'on ne veut pas que, vu par exemple le problème environnementaux, que les gens se déplacent moins, qu'on se dirige plutôt vers un paradigme dans lequel on n'est pas obligé de se déplacer pour avoir un boulot, ou pour autant, pour avoir un boulot, pour avoir l'accès à l'école, etc. Pour vraiment participer à la vie urbaine, pour profiter de ce qui est la ville. Donc, est-ce que la gratuité pourrait permettre les habitants oui, de se déplacer, mais surtout de choisir de se déplacer ou pas, de pouvoir avoir ce choix-là. Donc, bouger ou rester sur place. Parce que, bien sûr, si on rend les gens le plus mobiles possible, on entre, si on veut faire ça ou pas, dans une certaine logique qui n'est pas, si j'ai bien compris, la nôtre, qui veut rendre les gens le plus mobiles, ça veut dire le plus compétitifs, intégrés, les gens qui bougent, voilà, pour accéder au marché de travail, etc. Parfois, ça a des côtés positifs, mais aussi on peut constater que la mobilité, c'est un grand coût sociétal et spatial et encore une fois, c'est pas égal. Donc pour certaines classes, pour certains espaces, ce coût est beaucoup plus élevé que pour les autres. Donc ça, c'est la question que je me pose. Et peut-être pas des réponses, mais quelques réflexions sur un cas que je viens d'analyser, le cas de Tallinn. Parce que comme vous avez entendu, c'est une histoire assez spectaculaire. C'est la ville la plus grande en Europe, avec 440 000 habitants, avant 420 000 habitants. Mais voilà, ils ont attiré beaucoup de gens en utilisant cette politique-là. Et si on ne compte pas le cas de Tallinn, le cas de Chengdu, qui est une ville moyenne chinoise de 8 millions d'habitants, avec son agglomération, c'est 17, donc pas grand-chose. C'est la ville la plus grande du monde qui a rendu le transport en commun gratuit. Ce que je trouve très intéressant, c'est que je pense que c'est tout à fait normal. Il y a une petite, peut-être pas contradiction, mais une différence au moins entre le message qu'on entend pendant des événements comme ça, un message qui est fait passer à l'extérieur, et le débat qui est en train de se passer à Tallinn. Là, j'ai eu l'occasion de parler aux représentants de la municipalité, comme Alan, qui est avec nous aujourd'hui, dans le département du transport, mais aussi les gens on pourrait l'appeler la province qui entoure Tallinn au sud, mais aussi les municipalités suburbaines qui entourent Tallinn, donc ceux qui ont plutôt perdu leurs résidents, le monde associatif, les experts de transport, donc les gens qui normalement s'expriment contre la voiture et pour le cycliste. C'est un peu comme ça là-bas, donc le vert. Le représentant d'État dans un ministère qui s'occupe de transport, qui est principalement contre. Donc toute une série des acteurs qui font pas ce voyage, parce qu'eux ils sont contre. Donc eux ils sont contre l'idée. Je trouve que c'est intéressant d'écouter leurs arguments pour pouvoir tout simplement mieux comprendre ce que c'est cette politique-là. Au niveau des objectifs qui se cachent derrière, là on parle. Donc, peut-être quelques contradictions, quelques différences que je vois. Donc, principalement, d'un côté, on voit, c'est comme partout, c'est comme à Aubagne, comme à Jory en Pologne, c'est un pas qui est présenté comme très courageux, une politique qui est très large, une politique qui est très médiatisée, je peux comprendre, c'est une décision qui est peut-être très difficile à faire, avec des impacts potentiellement très très grands. Mais à l'autre côté, à Tallinn, honnêtement, on n'a pas de données qui sont fiables. Tout simplement, on n'a pas de données pour comparer la situation avant et après.
Pourquoi? Parce que voilà, il y a quatre sources de données. Donc on a toujours un système de billetterie. On a un truc qu'on utilise pour valider son ticket. Même si c'est gratuit, il faut valider avec une carte spéciale. Et bien sûr, en tant que touriste ou visiteur, moi je devais payer. Mais, donc voilà, il y a des données qui viennent de là-bas. Mais ce sont des données qui permettent à savoir l'origine de tous les voyages. Donc on peut que savoir où les gens ont commencé le voyage, mais pas où ils allaient, donc où le trajet est terminé. Il y a un algorithme pour mettre ensemble les données de différentes origines pendant une journée. Donc on peut imaginer que certains gens ont commencé leur voyage, donc ils ont cliqué une fois, et après en soirée ils ont cliqué l'autre fois dans l'autre endroit dans la ville. Donc on peut constater que ouais, c'est peut-être un genre de navette. Donc le deuxième endroit, c'est en fait la deuxième origine, c'est la première destination. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais on sait bien que la vie n'est pas toujours comme ça. On ne fait pas des allers-retours très très clairs toujours. On passe par des différents lieux. On cherche quelqu'un à l'école, un enfant, on veut faire des cours. Donc là, on peut avoir quelques données, mais ce n'est pas l'image complète. Il y a des senseurs qui sont mobiles, donc on peut les installer selon le besoin dans des différents véhicules. Donc là, on peut lire combien de gens entrent et sortent, un peu comme à Aubagne. Mais ça, si j'ai bien compris, ça existe dans quelques véhicules. C'est pas un grand pourcentage du parc mobile, du parc de véhicules. Il y a des caméras qui sont installées dans la ville, donc on peut avoir des données très très précises sur le flux de voitures. Donc sur la vitesse de voiture, donc on peut constater que voilà, ça a augmenté ou baissé. Et quatrièmement, voilà, il y a une certaine d'enquête qui est menée par la ville de Tallinn tous les ans. Non, pas tous les ans, mais assez régulièrement, la ville de Tallinn demande un nombre des gens certaines questions concernant la satisfaction avec le service public. Donc, il y a toute une série de questions sur le transport en commun. Donc, les gens sont demandés comment ils se déplacent, pourquoi comme ça, pourquoi pas comme ça, etc. Donc là, il y a bien sûr, on peut demander aux gens est-ce qu'ils utilisent le transport en commun, mais c'est pas quelqu'un peut utiliser le transport en commun une fois par mois et dire en commun. Quelqu'un peut utiliser le transport en commun 2 fois par semaine et dire non, je l'utilise plutôt à la marche. Donc c'est vraiment très subjectif au niveau scientifique. Là, je parle que des problèmes méthodologiques. Et au-dessus de tout ça, il y avait beaucoup de travaux pendant la mise en place, pendant la mise en place de la gratuité, donc des travaux de tram. Donc il y avait 2 lignes de tram qui ont été reconstruites, qui ne marchaient pas, 2 lignes sur 4. Il y avait aussi des travaux routiers, donc il y avait moins de voitures pendant un certain temps que normalement. Donc tout ça, ça veut dire que c'est très difficile d'établir combien de passagers réellement voyagent et principalement de quel mode ont migré ces passagers. Donc la critique principale qui est souvent citée dans les médias, c'est que ce sont que des gens qui marchaient à pied. Je pense pas. Je pense aussi qu'il y avait des chauffeurs, des gens qui utilisaient leur bagnole, mais on peut que deviner combien du monde a vraiment migré de la voiture vers le transport en commun. Aussi aussi le fait qu'il faut peut-être souligner, c'est que comme c'est gratuit pour une grande partie de la population, et comme il n'y a vraiment peu de contrôleurs, il n'y a qu'une équipe de contrôleurs qui a été gardée, les gens ne valident pas. Enfin, je ne veux pas dire que les gens ne valident pas, point, mais je pense qu'on ne sait pas combien, encore une fois, mais il y a une certaine partie du monde qui ne valide pas, et ça se voit. Donc dans les bus, on voit qu'il y a des gens qui valident, il y a des gens qui ne valident pas. Ils font un arrêt ou deux, pourquoi valider? Ça veut dire que même le volume de passagers, on ne sait pas vraiment combien du monde on a dans les bus. Donc du point de vue scientifique, c'est plutôt c'est une contradiction. Donc d'un côté, c'est faire une grande politique, un grand changement sociétal. De l'autre côté, on ne sait pas vraiment le résultat. Et ça, c'est un peu inquiétant que les résultats varient selon qui on demande. Donc il y a des experts de mobilité qui peuvent dire l'impact est minimal, c'est 1% d'augmentation, et les acteurs qui disent 11%. Ça c'est le Pourquoi valider? Il y a des capteurs maintenant.
Pardon? Pourquoi valider? Pourquoi valider? Parce Il y a des que, capteurs. ouais, parce que le contrat pour installer un nouveau système de billetterie a été signé avant la mise en place de la gratuité. D'où vient le deuxième point? Que le contexte dans lequel ça a été mis en place, je sais que Alain est d'accord avec moi, c'est la manque d'une stratégie de transport. Donc il n'y avait aucun plan de transport. Il était en train d'être préparé. Il n'y avait aucune mention de la gratuité de transport comme là-dedans. Donc il y avait un plan qui était élaboré par des experts. Je ne veux pas dire que les experts, c'est des experts soit orthodoxes, soit durables, donc je ne veux pas les défendre. Mais il y avait un plan qui était créé pendant des mois au moins, et soudain il y a une décision de faire le référendum. Voilà, d'où vient la troisième contradiction peut-être. Donc, encore une fois, c'est une politique qui a un impact potentiellement large, mais elle est annoncée dans un article médiatique, dans un journal. Donc, le bourgmestre, le maire, il a écrit un article en annonçant qu'il y aura un référendum. Donc on peut se demander, est-ce que c'est une manière d'introduire des politiques courageuses ou pas? Et de là, on peut aussi demander, est-ce que ces référendums, ça permet un vrai débat politique ou pas? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne question à poser. Ensuite, je pense que, comme j'avais signalé avant, je pense que il y a toute une série de experts de transport à Tallinn qui se trompent un tout petit peu en disant que, en attaquant le fait qu'on ne sait pas s'il y a un changement modal, si les flux ont changé, tout ça. Je pense que c'est pas vraiment une politique de mobilité. C'est une politique qui concerne le transport, mais il n'y a pas beaucoup de transport là-dedans. C'est plutôt une politique sociale. Donc, si j'ai bien compris, Alain peut-être pourrait me corriger, je pense que la municipalité de Tallinn depuis longtemps s'engage dans des projets sociétals, dans des projets qui rendent en fait, dans une manière, je ne sais pas si c'est l'utopie urbaine ou pas, mais ils ont quand même une stratégie de rendre certains services gratuits. Donc il y avait une action de donner les gens un montant de pommes de terre, ou bien du bois pour chauffer leur logement avant l'hiver. Il y a une idée d'établir une banque municipale qui pourrait donner des crédits avec le pourcentage bas. Les gens, si j'ai bien compris, les gens qui sont enregistrés dans leur maison, ils ne payent pas la taxe foncière sur leur maison. Donc il y a toute une série de petits services. La taxe foncière, je dirais, dans certaines villes, c'est pas rien. Donc il y a toute une série on pourrait attaquer ça comme des gestes, mais on peut aussi voir ça comme une politique assez systémique de donner quelques services aux gens pauvres gratuits, ou bien à prix très très bas. Et la gratuité des transports communs, peut-être, se place plutôt dans cette stratégie-là que dans une stratégie de transport qui n'existait jamais. Comme je souligne encore une fois, on ne sait pas vraiment comment développer les transports publics à Tallinn. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a encore une étude qui est en train d'être menée pour analyser l'état de lieu et pour montrer quelles lignes on devrait développer, parce que c'est un système qui est très vieux, qui date de l'époque soviétique, qui par exemple le tram continue à relier les usines qui sont déjà converties en café bobo, avec les quartiers des HLM. Donc c'est un système qui ne correspond pas idéalement aux besoins actuels, au moins d'une partie des populations. Je ne veux pas dire que ce sont des trams qui ne sont pas utilisés, mais c'est un réseau qui ne correspond pas idéalement aux besoins sociétals d'aujourd'hui, de notre époque. Ensuite, un grand problème de mon point de vue, c'est de la relation dans ces projets entre la ville et tout ce qui l'entoure. Donc, de point de vue de Tallinn, bien sûr, c'est une politique très très durable de manière fiscale. C'est vrai, Tallinn a fait de l'argent avec, et c'est une baguette magique qui a permis à gagner pas mal de sous. Mais si on fait un zoom out et si on regarde ce qui se passe dans l'agglomération, on peut voir qu'il y a certaines municipalités qui sont en train de se plaindre parce qu'ils ont perdu leurs résidents. Cet argent qui Tallinn a gagné, il ne vient pas de nulle part, c'est clair. C'est de l'argent des résidents qui... peut-être qu'ils résidaient déjà à Tallinn,
Mais avant, ils payaient les impôts ailleurs. Donc, il faut le dire, maintenant cet argent est disparu des caisses ailleurs. Et ce que j'ai entendu, ça a confirmé, c'est pas toujours clair, c'est que comme le transport régional est subsidié par l'État et par la municipalité rurale, il y a des cas dans lesquels le municipalité rurale se plaint parce qu'ils ont perdu un peu d'argent, donc ils ont demandé à l'État de subsidier plus le transport régional. Ça veut dire qu'indirectement, c'est l'État national qui paye pour le transport en commun gratuit à Tallinn. Et du point de vue national, bien sûr, ils ne sont pas très contents. On peut imaginer pourquoi. Mais dans tout ça, il y a bien sûr les contextes politiques. Le parti qui a gouverné Estonie depuis la chute du communisme, c'est le parti très très néolibéral, pro-austérité. Donc c'est un parti qui n'aurait jamais pensé de rendre un service tel que le transport en commun gratuit. Donc on peut aussi dire que c'est peut-être intéressant de notre point de vue, comme militant, les gens de gauche, de voir une municipalité qui s'est opposée d'une manière très décisive à la politique d'austérité en rendant un transport un service public tel que le transport en commun gratuit, et avoir l'État payer pour ça indirectement aussi. Parce que ce genre d'État, ce genre de gouvernement n'aurait jamais le fait sans l'initiative de Tallinn. Est-ce que je parlais de ça? Et voilà, la dernière, peut-être... 5 minutes, merci. Ouais, ça va. Donc, la dernière chose, peut-être, ça c'est souligné par quelques anthropologues ou ethnographes, parce qu'il y a quand même une grande différence, selon eux. Moi je ne suis pas ethnographe ni anthropologue. Il y a une différence entre les résidents et les non-résidents au bord de bus. Donc, c'est assez drôle que quand moi je passe ma carte, on voit jusqu'à quand c'est valable. Et quand c'est le résident de Tallinn, c'est un résident de Tallinn, c'est à l'infini. Donc ça crée une certaine différenciation entre les gens. Donc on n'est pas les mêmes dans le bus. On n'est pas tous les mêmes. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les résidents. Et si tu n'es pas résident, le message est différent. Je ne sais pas si c'est tellement important, mais ça pourrait être important. Il faut dire que c'est assez cher. Donc un aller simple, c'est 2 euros. Par contre, un ticket de 5 jours coûte 6 euros. Donc c'est cher ou pas cher, enfin, c'est à vous de juger. Mais je pense que c'est aussi une question qui est intéressante à mentionner. Dernier point, c'est sur les absences. Donc, surtout par rapport à Aubagne, où sans vraiment poser des questions précises, pas mal d'interlocuteurs, incluant Magali, on parlait de le droit à la mobilité, une certaine justice sociale ou spatiale, le fait que voilà, on a donné ces services à tout le monde, que c'est la liberté qu'on a offert à tout le monde. Rien de ça à mentionner à Tallinn. Personne m'a parlé du fait que on a voulu faire quelque chose de grand, changer la société ou changer la vie. Je ne veux pas dire que c'est bien ou pas, mais je pense que c'est intéressant de le vous dire. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire que voilà, le véhicule, le bus, le tram, le trolleybus sont devenus l'espace public, encore une fois, que c'est pour le monde, usé pour tout le monde, n'importe comment il veut et quand il veut. Et voilà, évidemment, la question de participation citoyenne, si on exclut le référendum, bien sûr. À vous de juger si un référendum c'est la participation ou pas. Mais à part le référendum, je n'ai pas vraiment noté beaucoup de signes de participation ou inclusion, activisme d'un côté les organisations, des ONG, et de l'autre côté des militants. Je n'ai pas pu parler, ça c'est à faire en automne quand je reviens à Tallinn avec le syndicat de chauffeurs. Mais voilà, ça c'est peut-être le dernier point, dernière contradiction qui peut-être vous allez blesser un peu, mais bon. Donc il y avait 80 contrôleurs et maintenant il y en a 5. Et tous ces gens, quand je demandais la tête du compagnie qui gère le transport en commun, qui est public, qui est à 100% subsidié par la ville, a dit, enfin je lui demandais, il n'y avait pas de protestation, tout ça. Non, c'est des syndicats des chauffeurs, pas des contrôleurs. Les contrôleurs ne sont pas dedans. Donc, donc voilà, donc il y a
une petite contradiction entre politique sociale, qui peut-être se place dans toute une stratégie sociale. De l'autre côté, quelqu'un a perdu son travail. Pas mal du monde. Donc, voilà. Donc, tout ça pas pour vous présenter l'image complète, mais peut-être pour le compléter un peu et pour dire que voilà, je pense qu'il y a toute une série de questions qu'il faut poser, que je vais continuer à poser pour vous donner des résultats dans les mois à venir. Point qui me venait dans ton intervention. Je vais profiter que j'ai le micro peut-être pour juste donner 2-3 idées moi, qui me sont passées par la tête en t'écoutant. Peut-être des points aussi qui n'ont pas été traités, que peut-être on pourrait partager dans la discussion. Et puis après, je vais être très court pour pas en rajouter. Et puis après, parole libre, on réagit et on continue de réfléchir tous ensemble. Moi, en t'écoutant dans les grands enjeux qui me paraissaient peut-être à discuter, il y a effectivement la question du transport dans la société libérale aujourd'hui, la question de la mobilité. C'est-à-dire, est-ce que le droit à la mobilité est quelque chose de progressiste dans ce monde-là, avec l'idée du mouvement. Ça m'a fait penser au mot MEDEF, qui avait été... le mot du syndicat du patronat français, avant c'était le CNPF, c'est devenu MEDEF, et dedans il y avait le mouvement, avec l'idée, dans le libéralisme moderne, que ce qui est moderne, c'est le mouvement. Et finalement, le transport, et ça m'amène au mot vitesse, qui pour moi est le rapport au temps et à la vitesse, qui je trouve est quelque chose qui est complètement imbriqué dans le libéralisme moderne, c'est-à-dire il faut aller vite, et évidemment ça me fait penser au lean management, c'est-à-dire des méthodes de management aujourd'hui de l'économie, où on est en flux tendu permanent, dans le temps de travail, dans la vie personnelle, la gestion des mails, où le dernier espace de temps libre c'est la nuit, donc nuit debout, comme par hasard. Mais c'est une demi-plaisanterie, je pense que voilà, on a colonisé notre temps libre. Et effectivement, la question du transport, de la vitesse, est au cœur de tout ça. Si on élargit la réflexion au camion, au TGV et à l'avion, sur l'ensemble des modes de transport, on voit bien les difficultés. C'est-à-dire que la pollution dans les villes, c'est aussi les camions. Sur la vallée du Rhône, c'est des colonnes de camions sur une ligne, 2 lignes, même maintenant, du nord de l'Europe au sud de l'Europe, qui polluent les agglomérations et qui, de mon point de vue, devraient être aussi discutés dans notre réflexion globale. Deuxième point, c'est sur l'urbanisme, que tu as très bien introduit au départ. Alors nous, dans le collectif, on avait commencé un peu à en parler, avec Mariano notamment, c'est-à-dire quelle est la conception néolibérale de ces grands mégapoles, des futures villes d'ailleurs. Il y a eu des documentaires, il y a des projets urbains complètement fous, de villes intégrées, ultra modernes, qui ont une certaine conception du transport, et je trouve ça hyper stimulant qu'on intègre dans notre réflexion quel type de transport pour quelle ville, et avec la question du rapport entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, où on voit bien de plus en plus que la distance elle fait que s'éloigner, avec des problèmes de rapports sociaux où les gens n'ont plus le temps, même sur le lieu de travail, d'échanger, de se réunir, parce que tout le monde est pressé de rentrer chez soi, parce qu'il y a encore 50 bornes pour aller dans sa banlieue ou dans sa maison individuelle qu'on a pu se payer pas cher très très loin. Dernier point, c'est sur que tu n'as pas évoqué, mais c'est vrai que je pense qu'il nous taraude aussi, c'est la question de l'urgence climatique. C'est-à-dire dans notre utopie, il y a aussi des modes de transport qui polluent et qui épuisent les ressources, avec, ça n'a pas été évoqué, mais on en reparlera demain dans l'atelier sur la voiture, avec aussi des projets néolibéraux et des grandes multinationales, notamment Google, Apple, etc., des voitures de demain sans chauffeur, propres, je mets des guillemets, propres, gérés par des logiciels où on n'a plus besoin de conduire la bagnole, et qui sont présentés comme des alternatives modernes de demain, alternatives comme par hasard au service public.
Voilà, et puis je ne veux pas être plus loin parce que c'était voilà, juste quelques points pour lancer le débat. Et puis je ne sais pas qui c'est qui donne la parole à la salle. Moi je veux bien prendre les inscrits et puis quelqu'un peut passer le micro.